Donc l'idée de cette dernière partie de journée, c'est d'une part de discuter et d'échanger sur nos problèmes les uns et les autres, que Maître Duguay, qui nous fait le grand plaisir de venir nous faire profiter de ses hautes compétences en matière juridique et médicale, puisse également nous donner des informations. Et comme je l'ai déjà dit, l'idée majeure quand même de cette session, c'est la prévention du conflit. Hein, c'est pas la gestion, c'est surtout la prévention. C'est-à-dire que ce qu'on a tous envie, c'est que ça n'arrive jamais, ou le moins souvent possible, même si on n'est pas forcément jamais indemne de reproches, ce qui est évident. Non, je te regarde, Marc, mais c'est pas à toi que je vis. Maître Duguay, je crois qu'on avait prévu que nous fassiez une introduction au sujet. Tout à fait. Hein, et comme on le disait tout à l'heure, si vous avez des questions, on n'est pas dans un truc vertical, quoi. Vous nous interrompez, on discute tous ensemble, c'est ça qui serait le plus sympathique. Maître Duguay. Alors, bonjour. Donc, moi je suis Alice Duguay, je suis avocat au barreau de Paris. Comme la plupart des avocats, j'ai une double casquette, puisque je suis collaboratrice au sein d'un cabinet, le cabinet Vernassier-Hudson, qui est spécialisé en réparation du préjudice corporel, donc globalement qui intervient au sens large à chaque fois qu'il y a un dommage à la chair ou un dommage psychologique. Pour exemple, accident de la route, infraction pénale, responsabilité médicale, ça va jusqu'au dossier des attentats par exemple, où on a parfois des préjudices psychologiques graves sans nécessairement de lésions physiques, organiques. Je précise cela parce que je vais terminer ma présentation par une présentation de cas. Je vais vous présenter certains cas du cabinet qui sont assez ciblés. Je vais vous présenter des cas qui résultent de mon exercice personnel aussi, puisque comme la plupart des avocats, comme certains d'entre vous d'ailleurs également, je travaille pour un cabinet, mais j'ai aussi une activité personnelle. Donc on traite différents dossiers. Moi, je suis plus spécialisée en traumatisme crânien, par exemple. Le cabinet est spécialisé en bébés secoués. Voilà, donc on a chacun un petit peu nos spécificités, ce qui fait que je vais essayer de vous présenter un panel de cas voilà, qui comporte, qui ratisse un peu large. Alors, introduire des notions juridico-judiciaires à un panel médical, pour avoir la moitié de ma famille qui est professionnelle de santé, je sais que c'est jamais très digeste. Je vais essayer de survoler les notions générales pour éviter de faire quelque chose de trop lourd. Évidemment, étant donné que je survole, si je vais trop vite ou si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à m'interrompre, ça ne m'offensera pas du tout et je trouve ça même plus agréable de faire quelque chose d'assez interactif. Donc voilà, vous êtes les bienvenus s'il y a des observations en cours de discussion. Très bien. Donc, un plan assez simple, je vais revenir très brièvement sur la responsabilité médicale avec les grands principes, une application au domaine qui nous intéresse, le déroulé d'une expertise, parce que, évidemment, si on est là pour discuter de prévention des conflits, on est quand même aussi là pour aborder l'expertise médico-légale qui est finalement la pierre angulaire de ces problèmes de responsabilité médicale. Une petite conclusion et quelques cas que je vais aborder assez rapidement. Alors, la responsabilité médicale. Je vous ai mis en premier lieu le panel des responsabilités qui peuvent être abordées vis-à-vis de vous. La responsabilité ordinale, vous êtes tous au courant, c'est la plainte ordinale qui est déposée à l'ordre des médecins et qui du coup donnera lieu à des sanctions ordinales. Je passe rapidement. La responsabilité administrative, je commence par celle qui termine parce que c'est celle que je vais aborder le moins. C'est généralement la responsabilité des centres hospitaliers ou des hôpitaux publics qui ne sont généralement, qui ne vous concernent pas directement puisque bien souvent la plainte et la procédure se dirigent contre l'établissement et non pas contre vous, médecins, de manière personnelle entre guillemets. La responsabilité civile et la responsabilité pénale sont finalement les deux procédures judiciaires qui vont vous intéresser le plus dans le cadre de votre exercice. La procédure pénale, j'espère pas, parce que ça veut quand même dire qu'il y a eu un problème assez important. Dans ces cadres-là, on est sur le cadre d'une infraction. Donc c'est quand même, on est sur de l'homicide involontaire, de l'empoisonnement, voilà, des qualifications qui sont quand même très rares et qui appellent à une sanction. La responsabilité civile, et c'est généralement, je pense, 85% des contentieux en tout genre, sont les contentieux d'indemnisation, c'est-à-dire on vient réparer l'atteinte que le patient estime avoir subie. Je vous ai mis l'article très indigeste, donc je passe très rapidement. Globalement, ce texte, c'est le socle de la responsabilité médicale. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Que vous, médecins, pouvez être responsables
uniquement dans le cadre d'une faute qui serait commise lors d'un acte individuel ou de prévention, diagnostic ou soin. Voilà, ça détermine ce cadre dans lequel vous êtes susceptible d'engager votre responsabilité. Si on sort de l'acte de diagnostic, de prévention, de soins, la responsabilité sur ce fondement ne peut pas être retenue. Pareillement, je vous ai mis la cause exonératoire à partir du moment où il y a on est en infection nosocomiale, mais ça vaut la même chose pour la responsabilité. À partir du moment où on a une cause étrangère qui est démontrée, notamment en matière de responsabilité, s'il y a une faute du patient postérieure à votre intervention, une faute d'un tiers, un matériel défectueux, etc., voilà, vous êtes exonéré de responsabilité et dans ces cas-là, on a une répercussion sur un autre acteur du dommage. Le deuxième gros pan juridique susceptible d'engager votre responsabilité, particulièrement dans la matière qui est la vôtre, c'est le défaut d'information, qui vous est bien souvent reproché. Alors, bien attention à cette notion, on parle de défaut d'information, même si l'information est donnée, mais qu'elle n'a pas été claire, qu'elle n'a pas été compréhensible, qu'elle a mal été comprise par le patient, par exemple, on est sur cette notion. Donc, le droit appelle défaut, ce qui finalement, parfois, est carence partielle, voilà. Ce qui est important à retenir, c'est que ce défaut d'information est toujours à votre charge en termes de preuves. Quoi qu'il en soit, peu importe la manière dont ça s'est déroulé, il vous incombe de démontrer que vous avez correctement informé votre patient. Et c'est souvent d'ailleurs là où le bât blesse. C'est pour ça qu'on a beaucoup de consentements éclairés qui sont maintenant, entre guillemets, automatisés, où on a des fichiers qui sont tout faits, des fichiers types. Alors moi, j'ai vu des fois des dossiers où on a des fichiers qui font 25 pages. Autant vous dire que ça ne passe pas. On arrive devant un juge, le juge, il comprend très bien que le patient, il n'a pas lu les 25 pages, que ça ne sert à rien, que c'est pour pallier un défaut de communication orale bien souvent. On voit ces problématiques-là, tout comme en droit pharmaceutique, où j'avais exercé aussi, on a des notices à rallonge, et où bien évidemment, voilà, le patient ne lit pas toutes ces informations. Alors, l'application à votre matière, c'est ce que je vous disais. Ce qui est le plus susceptible de vous être reproché, c'est la faute qui résulte des cas qu'on a vus, qui sont déterminés par un fondement textuel du Code de la santé publique. Et c'est plus particulièrement, alors notamment en cancérologie, et c'est malheureusement ce qu'on voit souvent, l'erreur de diagnostic, qui est simplement un retard dans la pose de diagnostic, parce que généralement on a une erreur de diagnostic, mais qui est repris ensuite 1 mois, 1 an, 2 ans après, où on a le diagnostic réel, entre guillemets, qui est posé. Mais la problématique, c'est que ça engendre comme conséquence un retard de prise en charge dans une pathologie qui parfois évolue rapidement, et c'est ça qu'on va finalement venir reprocher au praticien qui a commis cet impair ou ce retard sur le diagnostic. Le défaut d'information, je vous le disais, dès lors qu'on a un manque de clarté, surtout dans des pathologies qui sont potentiellement létales, où on a des patients qui sont quand même très émus, ce qu'on peut facilement comprendre, on a bien souvent des difficultés à rapporter l'information qui a été donnée. Moi, je le vois, moi je défends principalement les victimes, donc je suis quand même relativement souvent auprès des particuliers qui viennent quasiment systématiquement me voir en commençant par « je ne comprends pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas, personne ne m'a expliqué, je veux des réponses ». Voilà. Moi, 95% de mes dossiers commencent comme ça. Donc cette obligation d'information, bien souvent, les praticiens ont l'impression de la donner, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en signant un consentement ou en expliquant un petit peu au patient. Parallèlement, de l'autre côté, on a un patient qui parfois est complètement largué, alors soit parce qu'il est sous le coup de l'émotion, qu'il n'a pas retenu, soit parce qu'il ne comprend pas les termes et qu'il n'ose pas vous poser la question. Voilà, il y a tout un tas de potentialités qui font que l'information ne passe pas. Et le bât blesse, en responsabilité médicale, systématiquement sur ce problème d'information qui ne passe pas. Je vous ai mis, parce qu'il me semblait que c'était dans le cadre du congrès, 2 jurisprudences récentes, à savoir parce qu'il s'agit de nouveautés qui n'avaient pas encore été vues. La première, alors c'est une décision du Conseil d'État, d'où le CE, qui traite d'une annonce tardive du décès d'un patient qui crée un préjudice particulier, donc spécifique, qui n'avait pas encore été évoqué par les juridictions, pour les ayants droit du patient décédé. Alors, pour la petite histoire, parce que le détail fait tout dans ces dossiers-là, c'était un patient de 83 ans qui avait été pris en charge, qui était hospitalisé pour un cancer, je crois. Et sa famille venait le voir régulièrement. Son fils est venu le voir une après-midi. Et l'infirmière lui a expliqué qu'en fait, il était mort depuis la veille, que personne n'avait prévenu et que le patient était à la morgue, donc il ne pouvait pas aller lui rendre visite. Bon, vous imaginez le choc, voilà. Donc, je vous mets cette décision-là, pas nécessairement pour cette annonce finalement assez dramatique du décès, mais
parce que l'extension probable, ce sera aussi potentiellement le diagnostic annoncé un peu abruptement au patient qui va faire un choc psychologique qui sera susceptible de vous reprocher, entre guillemets, votre manque de délicatesse dans cette annonce qui peut lui être très préjudiciable psychologiquement. La seconde décision également du Conseil d'État, donc juridiction administrative qui gère des litiges publics, donc hôpitaux, etc., elle concerne une patiente qui était atteinte d'un cancer du sein et pour laquelle il avait été prescrit de la radiothérapie. Elle a fait la radiothérapie, elle a eu des réactions inflammatoires très importantes et donc elle a quand même été prise en radiothérapie, je crois, pendant 2 mois et demi. Et en fait, une expertise a eu lieu et on s'est rendu compte qu'elle était atteinte d'un cancer inflammatoire en tant que tel. Donc la radiothérapie n'était pas du tout une prescription adaptée, qu'elle aurait dû suivre de la chimio. Et donc elle a eu une réaction très violente au traitement qui n'était pas adapté et qui, on n'avait pas aggravé la situation, mais qui lui avait fait vivre des souffrances inutiles, malgré le fait que le traitement adapté aurait été plus long et peut-être plus douloureux. Donc le Conseil d'État a estimé que même si elle avait été correctement diagnostiquée et qu'elle avait dû passer par un traitement très long et très difficile pour elle, ce traitement inutile qui rallonge ses souffrances doit être indemnisé et donc engage la responsabilité de celui qui l'a prescrit à tort. Sur l'expertise médico-légale, alors, on a différents types d'expertises. Vous avez des expertises judiciaires qui sont ordonnées par un juge dans un cadre judiciaire. Vous avez des expertises amiables, ce qui est aussi souvent une bonne manière de gérer les conflits. Ou c'est simplement, alors habituellement c'est votre compagnie d'assurance, c'est pas vous directement, c'est une compagnie d'assurance qui gère tout ça avec le cabinet d'avocats en face et vous êtes un petit peu finalement extrait de cette procédure parce qu'on parle de considérations technico-économiques et que bon voilà, on estime que ça ne vous concerne pas, ce qui à mon sens est un tort puisque c'est très formateur, mais bon. Comment ça se passe ? Très globalement, une expertise c'est toujours en 3 parties. Vous avez d'abord l'expert qui reprend ce qu'on appelle les commémoratifs, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, l'historique du patient ou de la patiente, ce qui fait qu'on est en expertise aujourd'hui. Vous avez ensuite un examen clinique où seuls les médecins sont autorisés à demeurer en présence du patient, parce que les avocats n'étant pas médecins, le secret nous impose de quitter la salle à ce moment-là. Et ensuite une discussion médico-légale, qui est un petit peu le cœur du dossier, entre guillemets, où tout le monde donne un petit peu ses évaluations, on essaye de se mettre d'accord, chacun fait valoir son argumentaire et on a ensuite un résumé, soit quand on est en amiable de l'avis de chacun des médecins, soit quand on est en judiciaire de la parole de l'expert qui prime évidemment sur celle des médecins conseils qui sont présents. Alors, j'ai voulu vous introduire un petit peu cette notion parce que en responsabilité médicale, on a quand même des expertises qui sont très particulières. Elles sont très particulières parce que on a beaucoup de choses à évaluer finalement. La première, c'est la responsabilité de chacun, puisqu'on arrive dans des dossiers très simples où on sait qu'il y a eu, par exemple, une difficulté lors d'une opération, d'une intervention chirurgicale. Bon, il n'y a pas vraiment de problématique là-dessus. On sait qu'a priori, c'est avec l'équipe chirurgicale, on n'a pas vraiment de soucis. Quand on a des patients qui passent par plusieurs établissements hospitaliers successifs, comme ça peut arriver, où on est pris en charge pour une opération dans une clinique, par exemple, je vous le dis parce que c'est dans un dossier que je traite en ce moment, on est pris en charge dans une clinique, il y a un choc hémorragique sur la table, on est envoyé à l'hôpital. De l'hôpital, on part en centre de rééducation. En centre de rééducation, on fait une infection nosocomiale. On se rend compte qu'il y a une infection nosocomiale. On repart à l'hôpital. On veut nous opérer, mais l'infection fait que les tissus sont quand même très endommagés, donc c'est trop compliqué. On repart dans un... Voilà, donc on a parfois des dossiers comme ça, et c'est assez fréquent, où il est compliqué de déterminer finalement le quantum de responsabilité de chacun sur le préjudice final. Donc on va commencer par évaluer qui est responsable de quoi, dans quelle mesure, comment, qu'est-ce qui a causé tel ou tel préjudice, avant d'évaluer ensuite l'intégralité du préjudice, dont l'indemnisation sera répartie entre les différents acteurs en fonction du quantum qui sera retenu par les experts sur la responsabilité de chacun. C'est donc des expertises qui sont très techniques, très longues aussi, parce qu'on examine un certain nombre de problématiques et d'acteurs, et c'est pour ça que généralement, seuls les conseils sont présents. Donc, vous avez généralement un avocat pour chaque partie et un médecin en surplus, parce que dans ces dossiers-là qui sont très techniques, même nous qui ne faisons quasiment que ça, on a quand même besoin d'avoir un backup, entre guillemets, sur toutes ces notions techniques. On évalue ensuite le préjudice, je vous l'ai dit. Alors, je vous passe les nomenclatures d'INTIEC, etc. Globalement, le droit est quand même assez bien fait dans cette matière où on a un espèce de listing de toutes les incidences possibles sur la vie de la victime et l'expert, avec les médecins conseils,
en soutien ou en face d'ailleurs selon le déroulé des expertises, va venir évaluer tous ces poches de préjudice pour avoir le retentissement global dans tous les aspects de la vie du ou de la blessée. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les écueils à éviter, moi j'en fais beaucoup, la responsabilité médicale. J'ai commencé par ça, mon cursus universitaire était basé entièrement là-dessus, et depuis que j'ai commencé à exercer, c'est une très grosse partie de mon contentieux. C'est ce que je vous disais en début d'intervention, systématiquement, les gens viennent me voir parce qu'ils veulent des réponses. J'ai eu que quelques fois des gens qui m'ont dit « on veut être indemnisé en début de dossier ». Généralement, les gens viennent nous voir, ils ne savent pas qu'ils peuvent être indemnisés, ou alors, voilà, dans leur esprit, c'est vraiment des cacahuètes, entre guillemets. Et bon, en plus, nous, ces dossiers-là, je vous avoue qu'on ne les prend pas, généralement, parce que ça veut dire que le client va être difficile à gérer et qu'il a des attentes qui sont souvent irréalistes. Mais c'est très souvent ce problématique de communication où on est face soit à des ayants droit lorsque la victime est décédée et qu'il y a eu un décès qui a vraiment été très mal compris par la famille, souvent parce qu'il arrive très rapidement après l'annonce d'une pathologie ou dans des conditions qui sont quand même assez dramatiques, comme vous le verrez dans les cas qui vont suivre. Soit c'est la victime en elle-même qui ne s'est pas du tout sentie écoutée, où ça arrive, et je le développe également juste après, où elle se sent mal, elle répète à plusieurs praticiens que quelque chose ne va pas, elle demande en imagerie, on lui refuse, et on se rend compte quelques mois après qu'elle a un cancer fulgurant et que si elle avait été prise en charge à temps, on aurait pu avoir un pronostic de survie qui aurait été beaucoup plus élevé. Donc c'est généralement ce genre de patients qui viennent nous voir et qui commencent par... Alors au début on nous dit toujours la même chose, on voudrait déposer une plainte ordinale pour les forcer à répondre à nos questions. Bon, on leur explique que ça ne marche pas comme ça. Que la plainte ordinale c'est une chose, mais nous généralement on ne le fait pas parce que moi j'estime que je ne suis pas médecin, c'est pas à moi de juger votre travail, comme généralement vous ne jugez pas du mien. Moi je me permets pas. Si le client veut le faire, généralement il rédige sa plainte tout seul et puis il prend un avocat pour la procédure ordinale, sauf si vraiment il y a une carence qui même pour nous simples juristes entre guillemets est très flagrante, mais ça m'arrive très peu souvent. La dimension humaine, alors c'est très bête à dire et je le sais parce que moi c'est aussi quelque chose qui est important dans mon métier. Nous les juristes c'est pareil, hein, on parle en langage juridique, généralement les clients ils comprennent la moitié de ce qu'on leur dit, ils se sentent pas écoutés si on n'écrit pas exactement ce qu'ils veulent dans nos écritures, etc. Donc j'entends tout à fait la simplicité de cette remarque, pour autant elle n'en est pas moins vraie, dans le sens où que ce soit le patient, le vôtre ou le client, le mien, il ne s'attend pas à avoir un rapport d'égal à égal avec la personne face à elle, sinon on ne ferait pas le métier qu'on fait, ou alors il n'aurait pas besoin de venir nous voir. Mais il s'attend à une forme de compassion, une compréhension, à la volonté de transmettre quelque chose, et à un minimum de clarté, ou au moins de disponibilité, parce que c'est surtout ça qui pêche. Voilà, des fois la communication est un petit peu compliquée, simplement en termes techniques. Pour autant, avoir un praticien qui répond rapidement ou qui dit écoutez, quelque chose ne va pas de problème, prenez rendez-vous, vous passez la semaine prochaine, j'ai un emploi du temps un peu chargé, mais vous passez dans 10 jours, avec juste voilà, je suis désolée de ne pas pouvoir vous recevoir tout de suite, ce serait avec plaisir, mais je suis un peu bookée, dès que j'ai une disponibilité, je vous rappelle, etc. C'est ces tout petits détails qui, pour nous, judiciairement, changent tout. C'est pas nécessairement une prise en charge parfaite, c'est pas non plus une absence de défauts professionnels ou de la moindre écartade, parce que personne n'est parfait, à l'impossible nul n'est tenu, et tout le monde le sait, surtout les patients. C'est vraiment un versant beaucoup plus psychologique qui fait que le patient va commencer à se monter la tête à partir du moment où vous aurez eu une réaction qui va lui donner l'impression qu'il n'est pas entendu, qu'il n'est pas écouté, qu'il n'est pas respecté, etc., etc. Et c'est ça qui donne lieu à quasiment l'intégralité des procédures judiciaires, sauf évidemment les fautes très lourdes et très évidentes. Alors, je vous présente un premier cas qui est le plus lourd entre guillemets parce que j'ai fait le choix de vous mettre des parties de l'expertise pour que vous voyez vraiment comment est-ce que l'expert rédige les conclusions, ce qu'il retient, et comment est-ce qu'il calcule la perte de chance, puisqu'on est dans le cadre d'un cancer qui aurait pu être diagnostiqué plus tôt, qui ne l'a pas été, et donc dans ce cas-là, on est obligé pour venir indemniser le client de calculer la perte de chance qu'il avait, perte de chance de survie ou de traitement moins lourd, puisque de toute façon il était malade, c'est un fait, c'est pas le retard de diagnostic qui le rend malade, c'est l'aggravation qui est due au retard. Donc je vous passe l'intégralité de l'historique parce que vous pouvez le lire. Simplement, c'est une cliente qui présentait des douleurs, on lui explique que globalement il y a un problème avec l'appendice qu'on va retirer, qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter, bon.
On a des prélèvements qui sont faits, qui sont vérifiés, et vous le verrez, ça apparaît un petit peu plus loin, mais je vous le précise dès maintenant. On a, je crois, une petite dizaine de lames à étudier, et le médecin n'en étudie que 2 sur les 10, pour poser le diagnostic qui est le sien, de l'appendice avec péritonite. Donc ça pose déjà un premier problème. Donc la patiente est informée du caractère bénin, elle reconsulte régulièrement, alors à la fois son gynéco, son médecin traitant, etc., parce qu'elle continue à se sentir mal, elle a des grosses phases de fatigue, etc. Et puis en février 2012, donc quand même 3 ans après la prise en charge initiale, on met en évidence 2 lésions tumorales et 2 masses, au même endroit que là où elle avait eu l'appendicectomie. On a donc un certain nombre d'interventions chirurgicales qui sont réalisées. Une intervention quand même de 9h30 avec une perte de sang, autant vous dire que c'est quand même assez mal vécu par la patiente et ses proches qui à ce moment-là ne comprennent pas, on en revient toujours au même problème. Pourquoi ça n'a pas été diagnostiqué avant? Pourquoi on lui avait dit que c'était bénin, qu'il n'y avait pas de risque, etc. Parce que tout de suite, et c'est aussi bien généralement le problème, certains des médecins de l'équipe lui expliquent que quand même, ça sent pas bon puisqu'il y avait eu une appendicectomie, que le point de départ est le même, qu'il y a quelqu'un qui a dû peut-être mal gérer cette partie-là de la prise en charge. Évidemment, tout le monde se pose des questions à ce moment-là, et c'est comme ça que la sauce commence à monter. Hop. Elle est donc hospitalisée, elle passe plusieurs cures de chimiothérapie, elle finit par refuser la fin du traitement parce qu'elle n'en pouvait plus. Vous avez un petit peu tout l'historique. Et on se rend compte qu'il était impératif d'établir une chronologie pour préciser l'histoire clinique avec les comptes rendus, les prélèvements de 2009 qui n'avaient pas été correctement analysés. Lors de l'expertise, les lames de prélèvement donc de 2009 sont réanalysées et on se rend compte à ce moment-là qu'en fait, elles présentaient un début de caractère malin qui aurait dû être diagnostiqué à ce moment-là et qui a échappé puisque toutes les lames n'avaient pas été analysées. Je vous ai mis, puisqu'on était dans ce cadre, les griefs de la patiente lors de l'expertise. Alors j'ai mis que les acteurs principaux parce que sinon on ne s'en sortait pas. Vous voyez que contre son gynéco, en tant que tel, elle n'avait aucun grief, puisqu'elle estime qu'il n'aurait pas pu en lui-même diagnostiquer correctement la maladie, qu'il avait fait le bon choix en l'adressant vers un chirurgien qui, lui, aurait dû être à même de gérer ces problématiques. Et c'est contre le chirurgien que la plupart des griefs se portent, puisque le chirurgien lui refuse des examens cliniques alors qu'elle expliquait qu'elle avait des douleurs, qu'elle se sentait mal, etc. Lui refuse les coloscopies qui ne seront faites qu'en 2012 et qui mettront en évidence l'existence des tumeurs et des masses, qui ne l'informent pas du tout à l'époque de la potentialité de cancer, de développement de cancer ou de récidive d'un cancer qui n'était pas correctement diagnostiqué, et qu'elle lui rapporte toujours qu'elle souffre, etc. Le reste des protagonistes, pas vraiment de difficulté. Alors, elle avait quelques griefs contre les hôpitaux, mais ça a été très rapidement écarté. Et l'intégralité de la problématique s'est portée à l'encontre du chirurgien et du médecin qui avait examiné les lames seulement partiellement, ce que le chirurgien savait et n'avait pas cherché à améliorer. Les conclusions de l'expert, donc vous les voyez. Il retient que le point de départ est donc appendiculaire, origine en 2009, que le diagnostic était accessible dès 2009, mais qu'il n'avait pas été fait, puisque l'étude des lames n'avait pas été entière, n'avait pas été complète, et que l'étude de certaines pièces qui avaient été prélevées mais non analysées aurait permis potentiellement le diagnostic de la lésion et aurait également permis de fixer le bilan d'extension de la maladie. Que dans ce cadre-là, il est impossible pour lui de fixer le stade de la maladie de 2009 puisqu'il est obligé de savoir où en était la maladie pour connaître l'étendue de la perte de chance et l'intégralité du préjudice que ça a causé à la cliente. Et il retient un retard de 2 ans dans la prise en charge, effectivement. Voilà. Pour la suite, bon, je vous ai mis l'intégralité parce que je trouvais que c'était assez intéressant. C'est rare qu'on ait des expertises qui soient aussi bien rédigées, honnêtement, donc j'en profite. Il retient bien que les lésions qui étaient constatées correspondaient à une étude très partielle des pièces, seulement 2 lames, qu'il existait donc des lésions qui étaient accessibles à une étude simple, mais qui n'a pour autant pas été réalisée, qu'il ne s'agissait pas d'une simple appendicite, comme le diagnostic de 2009 le laissait à penser, et que le diagnostic était accessible, bon, ça je vous l'ai déjà dit qu'il ne pouvait pas préciser. Donc pour calculer la perte de chance, comment est-ce qu'il a fait ? Alors, pour la petite histoire, il a même fait appel à un sapiteur parce que c'était tellement complexe de calculer cette perte de chance sans pouvoir diagnostiquer le stade de la maladie en 2009 qu'on a carrément fait appel à un spécialiste en la matière qui nous a donné des chiffres
sur les pourcentages de survie en fonction de la forme de la maladie, que l'expert a calculé en finalement soustrayant l'une à l'autre pour obtenir une perte de chance à 86,7%. C'est énorme. C'est énorme. Alors, bien généralement, on a des experts qui calculent ces pourcentages de perte de chance de manière, entre guillemets, un petit peu arbitraire, mais parce qu'ils savent très bien de quoi ils parlent. Donc, on est plutôt sur des 60, 70, 80, voilà, on est sur des chiffres assez ronds. Là, dans ce dossier, on avait cette difficulté particulière de ne pas connaître le stade de la maladie à l'époque. Donc, on est parti dans des considérations très techniques. Lors de l'expertise, d'ailleurs, il y a eu pas mal de discussions sur le mode de calcul de cette perte de chance, et c'est celui-là qui a été retenu par l'expert. Voilà, donc ça, c'était pour le premier cas. Les autres sont un peu moins lourds. Le cas de Madame B, donc c'est un petit peu le même schéma, hein, qui était prise en charge pour un mucocèle appendiculaire. Alors pareillement, on lui explique qu'il va y avoir des suites simples. Il y a quand même une réunion multidisciplinaire qui est organisée, où ils discutent de la potentielle base saine ou pas du prélèvement. Bon, le fait est qu'elle est renvoyée chez elle, je crois qu'en plus elle s'est faite opérer en ambulatoire, enfin elle est restée 2 ou 3 jours à l'hôpital. Elle est renvoyée chez elle et on lui dit « on n'a pas d'inquiétude particulière à avoir, c'est rien, voilà, il n'y a pas de risque, continuez à aller consulter votre gastro-entérologue tous les 5 ans », enfin bon, un truc vraiment sans aucune crainte, hein. Donc bah, évidemment, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit les recommandations de son médecin, on lui dit de surtout pas s'inquiéter, elle ne s'inquiète surtout pas. Elle commence à avoir un état fébrile alors qu'elle était enceinte de 24 semaines. Elle est obligée de subir une coloscopie pendant la grossesse qui met à jour un processus tumoral. On a une biopsie voilà, qui révèle la pathologie. Cancer côlon droit, point de départ appendiculaire, donc toujours le même problème, hein, avec l'exérèse du mucocèle appendiculaire, même point de départ. Le compte-rendu qui précise tout de suite que c'est probablement une récidive, donc le médecin qui la prend en charge estime tout de suite que oulala, il y a eu un problème dans le traitement à ce moment-là, dans la prise en charge plutôt, et qu'on avait bien une récidive de ce mucocèle, sauf que la patiente n'a jamais été informée de cette potentialité. Elle donne naissance à son deuxième enfant, elle est tout de suite prise en charge en oncologie. Elle décède 2-3 mois après. Voilà, elle a 32 ans, 2 enfants, dont un qui venait de naître. Et effectivement, dans ces cas-là, on a la famille qui ne comprend pas du tout ce qui s'est passé, qui est très émue, particulièrement à l'encontre du chirurgien qui la prend en charge la première fois et qui la laisse sortir en lui disant « mais c'est rien, c'est un mucocèle, madame, vous vous inquiétez pour rien, rentrez chez vous, allez vous coucher, ça va vous faire du bien », parce que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et puis on lui diagnostique un cancer et elle meurt 4 mois après. Voilà. Donc nous, on a été saisis par les parents. C'est moi qui suis le dossier depuis le début, donc je suis bien placée pour vous dire que c'est les parents qui sont venus nous voir en nous disant vraiment, on a besoin de comprendre. À tel point qu'ils ont pris contact donc, avec différents praticiens pour essayer de comprendre l'origine du décès. Ils ont cherché des mutations génétiques parce qu'en plus, ils étaient très inquiets pour les petits-enfants en se disant, mon Dieu, c'est si fulgurant que si ça se trouve, nos petits-enfants vont mourir dans les 4 mois. Enfin, ouais, on comprend l'émotion intense pour ses proches. Et donc, voilà, ils ont vraiment recherché des réponses. Nous, on a écrit, alors moi personnellement, j'ai écrit à l'hôpital et aux médecins en tant que tel, parce qu'on est obligé de commencer par un RAR simple pour essayer justement d'éviter la procédure judiciaire, pour essayer d'avoir une discussion avec les praticiens. J'ai écrit moi-même en demandant juste une expertise médicale sur pièce. J'ai même pas demandé de provision, vous voyez. C'était vraiment, ils voulaient juste comprendre, ces gens-là. J'ai eu une réponse 2 mois et demi après. De la compagnie d'assurance, parce que l'hôpital n'a pas daigné me répondre, ils ont directement transmis à la compagnie d'assurance qui m'a dit « le dossier est trop complexe, donc débrouillez-vous, faites appel à un juge ». Voilà. Donc moi je suis toujours partante pour éviter les conflits, surtout devant certaines juridictions où les procès sont très longs, c'est très lourd pour les victimes ou les proches de la victime. C'est vraiment pas quelque chose... Enfin moi, personnellement, aller plaider mes dossiers devant un juge... oui, c'est mon métier, hein, mais si je peux gérer ça à l'amiable, avoir de bons résultats sans pour autant faire tout un branle-bas de combat judiciaire, que ce soit plus facile à vivre pour mes clients, qu'il n'y ait pas des délais d'1 an et demi avant chaque audience, etc., bien sûr que je préfère procéder comme ça. Parallèlement, voilà, quand les dossiers se passent de cette manière, on ne peut pas éviter les conflits, ou alors ça veut dire qu'on met totalement de côté les demandes des clients en leur disant ils veulent pas, point barre. Mais non, ça ne peut pas se passer comme ça, surtout dans un dossier comme ça où il y a quand même une faute qui est assez retentissante et qui a eu des conséquences dramatiques pour cette famille. Donc voilà pour ce dossier. Particulièrement, alors oui, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, en plus de ça, donc, les clients sont vraiment très diligents, donc je crois que c'était le frère de la cliente est en plus, il est médecin, je crois qu'il est anesthésiste
Donc il a effectivement un réseau médical assez important et il a demandé à une connaissance qui était spécialisée en la matière d'examiner le dossier médical de sa sœur et de lui faire un rapport pour savoir si vraiment le point de départ était bien appendiculaire ou non, si c'était une récidive de ce mucocèle, etc. Et alors, les conclusions sont quand même assez claires et évidentes, où vraiment on comprend quand même assez aisément qu'il y a eu un problème de prise en charge dans ce dossier qui a résulté en un cancer avec un décès quelques mois plus tard. Alors, j'ai quand même voulu vous prendre un dossier qui était en gynéco pur, aussi pour essayer de ne pas vous faire que des cancers, récidives et erreurs de diagnostic. Celui-là est quand même très sympa, vous allez voir. Donc on a une cliente, pour info, elle avait à peu près 30 ans à l'époque, qui se présente avec une douleur pelvienne très importante. Bon, il lui diagnostique un kyste. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Elle est adressée à un gynéco. Elle lui fait part au passage de son désir de grossesse, qui aurait dû quand même lui donner l'idée de discuter du risque de salpingectomie sur l'intervention visant à retirer le kyste, puisque la patiente de 30 ans lui dit « j'aimerais des enfants, est-ce que ça ne va pas gêner ?» Bon, alors le risque ne lui est pas du tout annoncé. Par contre, on lui parle beaucoup de l'anesthésie, etc. Mais c'est vrai que ce risque-là n'est pas du tout évalué. Elle est opérée en ambulatoire, bon. Pendant l'intervention, il y a une difficulté et qui résulte immédiatement d'une ablation de la trompe, sachant qu'elle avait une personne de confiance, son mari, qui était dans la salle d'attente, et que, c'est ce qu'elle dit quand elle se réveille, elle aurait bien aimé que la discussion, au moins qu'on puisse poser la question à son mari, d'autant que la double problématique à ce stade, c'est que le compte-rendu anatomopathologique ne fait état que de lésions inflammatoires et pas infectieuses. Donc elle essaye de comprendre en posant la question au médecin, en disant « mais pourquoi est-ce que vous avez enlevé la trompe du coup ?» Parce que c'était irrécupérable, il y avait du pus, etc. Bon, évidemment, personne ne veut lui répondre. Elle regarde le compte-rendu opératoire, il ne fait mention ni de pus, ni d'ailleurs d'aucune tentative de sauver la trompe. Elle est enlevée directement sans qu'il y ait la moindre explication, ce qui pour elle est problématique, pas nécessairement l'ablation, mais l'absence d'explication sur le pourquoi du comment. Elle rentre chez elle rapidement, elle a des douleurs de l'autre côté. Elle en parle lors de la consulte post-opératoire. On lui dit que c'est normal d'avoir un peu mal un mois après une intervention. Ça va passer. Ça va passer, sauf qu'elle a un retard de règles. On se rend compte qu'elle fait une grossesse extra-utérine et que, du coup, conséquence, elle est reprise en charge. Et là le compte-rendu le précise bien. Donc, elle est tout de suite informée du risque de la deuxième salpingectomie. Elle est prise en charge, le médecin tente d'essayer de sauver la trompe. Donc ça figure bien là, dans le compte-rendu opératoire, qu'il y a vraiment un saignement, il essaye de coaguler, il n'y arrive pas, il est obligé de procéder à l'ablation. Sauf qu'en procédant à l'ablation, qu'est-ce qu'il se rend compte? Qu'il y a un endobag en fait, qui était resté dans le corps de la patiente sur cette trompe, et qui a très probablement causé du coup l'inflammation de cet organe et la grossesse extra-utérine et l'obligation de la retirer. Bon. Je vous avais dit que ce dossier était sympa. Donc, on a des reproches évidemment de la patiente qui sont faites à l'encontre du premier médecin qui la prend en charge, qui laisse en plus du matériel à l'intérieur de son corps, mais qui ne l'informe pas des risques de salpingectomie, qui ne consulte pas la personne de confiance pour essayer de trouver une solution qui puisse convenir à la patiente, même si on sait très bien que dans une intervention chirurgicale, on n'a pas non plus le temps d'aller discuter avec toute la famille, là-dessus, pas de difficulté, mais voilà, je pense que ça, c'était quand même assez problématique pour cette patiente. Le résultat, écoutez, 31 ans, désir de grossesse, plus de trompe. Donc, on comprend que ça va être un petit peu compliqué. En termes de... Donc, alors, elle, pour le coup, elle a porté plainte... Enfin, elle a déposé une plainte ordinale, donc sans nous. Parce que même là, nous, voilà, c'est vrai qu'on ne le fait pas vraiment. Elle a déposé une plainte ordinale, donc elle est allée à la conciliation. Il n'y a pas eu de conciliation. Donc elle va être reconvoquée ultérieurement. Et pareillement, alors on a fait partir un courrier à la fois au gynécologue et à la clinique. Et on a eu le courrier date d'il y a 4 mois, je pense. J'ai eu un courrier réponse il y a 3 semaines pour me dire que c'était en cours d'instruction. Je ne sais pas ce qu'il y a à instruire parce que pour le moment, on n'a rien transmis. Mais visiblement, c'est quand même en cours d'instruction. Donc bon, voilà où on en est dans ce dossier. Et le dernier, alors... Ça aussi, c'était assez intéressant parce que là, on est vraiment sur un problème de répartition de responsabilités où, pour le moment, on est un petit peu dans le flou. C'est un dossier récent que moi, j'ai rentré il y a un peu moins d'1 an, même, je crois, 9 mois. Donc, on est vraiment en tout début de procédure.
C'est une jeune femme, comme le cas précédent, qui a une trentaine d'années, un désir de grossesse et un implant contraceptif. Donc elle va consulter pour le retrait de l'implant. On se rend compte que l'implant a migré, donc de toute façon il faut le retirer. On lui dit que ça va être un tout petit peu plus compliqué qu'un implant qui n'aurait pas migré. Elle est adressée vers un nouveau gynécologue puisque le sien ne procédait pas au retrait d'implants migrateurs. Elle est prise en charge, alors pareillement, elle a une consulte avec un anesthésiste qui lui explique globalement les bénéfices soit d'une anesthésie générale, soit d'une anesthésie locale en bloc axillaire, mais qui ne lui précise pas vraiment les risques inhérents à l'une ou l'autre. Bon, elle est en plus assez inquiète de manière générale de l'anesthésie, donc elle précise qu'elle préférait quelque chose de local, c'est ce qui est fait. Elle est prise en charge en ambulatoire, elle passe son échographie pour voir où est l'implant, on lui enlève l'implant, elle sort le soir même, et dès qu'elle rentre chez elle, elle commence à avoir des petites décharges électriques dans le bras, dans les mains. Elle ne sent pas vraiment tout le pourtour en fait, de sa main, elle n'arrive plus trop à bouger, elle n'a plus de pince pouce index. Elle appelle du coup le service d'ambulatoire, alors j'y reviendrai, mais ça a aussi été un petit peu reproché à l'établissement dans le cadre de la médiation, parce que je suis allée avec elle à la médiation, avec l'établissement hospitalier. Et en fait, sur son compte-rendu opératoire et les papiers de sortie, à aucun moment, il y a le numéro des praticiens qui l'ont opéré ou de leur secrétariat. Enfin, il y a simplement le numéro du service d'ambulatoire. Donc, elle appelle le service d'ambulatoire puisque c'est les seules coordonnées dont elle dispose. On lui dit que l'anesthésiste n'est pas présent, qu'il n'est pas là, qu'il est en vacances. Enfin, elle appelle 2-3 fois, elle a des versions assez différentes. C'est vrai qu'en fait, il était vraiment en vacances. Et que c'est pas la peine de venir parce que les urgences sont très encombrées, donc si c'est juste pour des décharges après une levée d'anesthésie, qu'elle attende 48 heures. Bon. Le lendemain, alors ça empire quand même, les douleurs au niveau du bras. Donc elle rappelle l'ambulatoire, elle parvient à avoir un autre anesthésiste qui lui suggère de se présenter aux urgences. Elle est vue par un neurologue et un anesthésiste, donc pas de gynéco, sachant que c'était un gynéco qui avait procédé à l'ablation, mais effectivement, comme c'était a priori un dommage nerveux, elle est vue par un neurologue et un anesthésiste qui constate donc, le déficit sensitivo-moteur et prescrivent seulement des séances de kiné et alors un EMG. Donc déjà, elle n'a pas d'antidouleur, elle ne prescrit même pas du Doliprane. Et on lui dit, alors l'EMG, il faudrait la faire rapidement, mais pas chez nous, parce qu'on n'a pas le temps, il y a trop de monde, on n'a pas de rendez-vous, donc faites-la en externe. Et puis, soit vous revenez nous voir, soit allez carrément faire votre suivi en externe, parce que de toute façon, les médecins qui vous ont pris en ambulatoire ne peuvent pas vous suivre, votre anesthésiste, il est en vacances. Bon, donc c'était déjà assez... voilà, ça commence à se compliquer. Donc effectivement, elle fait tout son suivi en externe. Elle voit, je crois qu'elle a vu 2 neurologues différents, elle a fait 3 EMG, il me semble. On lui prescrit quand même de les faire algancodéiner que 2 ou 3 jours après. Donc elle passe 2-3 jours avec le Doliprane qu'elle a chez elle qui ne la soulage pas du tout. Et on se rend compte qu'il y a une atteinte du nerf radial. Donc voilà, qu'il y a des signes de dénervation. Je vous ai mis un petit peu tout ce dont on se rend compte. Alors pour information, donc aujourd'hui, donc l'intervention était en février. Aujourd'hui, elle peut toujours pas faire ça avec sa main. Elle ne peut pas saisir un dossier ou quoi que ce soit, enfin, elle n'a vraiment pas de faculté de préhension. Cette dame, elle est toujours professeure des écoles en maternelle. Donc, autant vous dire qu'elle ne peut pas attacher les boutons des enfants, elle ne peut pas les aider à s'attacher les cheveux, elle ne peut pas leur mettre de barrette, elle ne peut pas tenir une craie pour écrire au tableau ni un stylo. Donc, elle est en arrêt de travail depuis les faits. Elle est en demi-traitement depuis, je crois, avril. Et donc on a écrit dans une volonté toujours d'essayer de trouver un accord amiable pour simplifier et pacifier les choses. On a eu cette médiation au centre hospitalier où je suis allée, d'habitude j'y vais pas. Mais là, psychologiquement, elle avait besoin d'un peu de soutien, donc j'y suis allée. Et donc quand c'est comme ça, je ne sais pas si vous le savez, mais on est reçu par 2 médecins qui ne sont pas du tout les médecins qui sont intervenus justement pour essayer de pacifier les choses et d'apporter des réponses un petit peu objectives. Alors ça a été très difficile pour elle parce qu'elle a fait état de ses plaintes finalement où elle a dit voilà, je me suis sentie pas du tout informée parce qu'on m'a pas dit que je risquais ça pour un retrait. Au contraire, elle m'a dit l'anesthésiste que j'ai vu et mon gynéco m'ont dit mais non, c'est rien, c'est un ambulatoire, vous risquez rien, c'est la plus simple des chirurgies, etc. Bon, on le sait, nous on le sait parce qu'on est praticiens, que rien n'est anodin, rien, le risque zéro il n'existe pas, nous on le sait. Mais la patiente qui vient se faire retirer un implant à qui on dit que c'est rien et que parce qu'en plus elle est un peu stressée, on la rassure en disant stressez pas, vous stressez pour rien, ça va bien se passer, il n'y a rien à craindre, qui sort avec globalement la perte de fonctionnalité d'une main, ça passe pas très bien.
Et le second gros reproche qu'elle formule à l'encontre du centre hospitalier, c'est cette absence de prise en charge, puisque finalement, on lui cause un dommage. Alors personne ne lui explique à quoi c'est dû, parce qu'à ce jour, on ne sait toujours pas si ce serait une maladresse du gynéco ou de l'anesthésiste. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Elle, parallèlement, elle ne comprend pas pourquoi c'est un gynéco qui lui a retiré un implant qui avait migré et pas un orthopédiste. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions auxquelles, moi, avocat, je ne peux pas répondre, hein, mais elle essaye de poser pendant la médiation, et on lui répond systématiquement pour essayer de calmer le jeu. Mais madame, tout ce qui pouvait être fait a été fait. Ce qui n'apporte aucune réponse à cette dame qui en pose 5 ou 6. Donc la problématique, elle est là aussi. Même sur les procédures de médiation internes aux établissements de santé, on n'apporte pas de réponse aux patients. Mais ça peut aussi se comprendre, parce qu'on voit le patient qui est très ému, on sent qu'il y a l'avocat à côté, voilà, on va essayer de calmer les choses pour éviter d'avoir un procès. Le problème, il est là. La patiente, elle sort sans réponse, il va forcément y avoir un courrier RR ou une assignation, forcément, parce qu'elle n'acceptera pas de passer, je ne sais pas si ça va être définitif ou non, hein, mais en tout cas plusieurs mois sans pouvoir travailler avec une main qui ne fonctionne pas, sans comprendre ce qui s'est passé, pourquoi. Et en plus, elle avait un désir d'enfant. Là, autant vous dire que le désir d'enfant, il est mis de côté, puisqu'elle ne peut plus tenir une cuillère. Hein, donc là, elle ne travaille plus et le désir d'enfant, il est terminé. Donc c'est dans ces dossiers-là, typiquement, où on a peut-être une responsabilité, ou peut-être pas, c'est peut-être un aléa thérapeutique, c'est peut-être quelque chose que personne ne pouvait anticiper. Moi, je ne peux pas me prononcer sur ces choses-là, surtout comme ça. Je ne le sais pas, elle non plus. Et elle ne cherche pas nécessairement à engager la responsabilité de quelqu'un, elle cherche à comprendre. Si on lui dit c'est un aléa thérapeutique, il y avait 0,2% de chance pour que ça arrive, c'est arrivé, c'est pas de chance, mais c'est pas la faute du médecin, très bien. Et elle s'en contentera, ainsi soit-il, de toute façon, on pourra rien faire d'autre et c'est comme ça. Mais il faut apporter ces réponses à ces patients qui ont quand même des impacts qui sont très violents sur leur vie quotidienne et qu'on ne peut pas laisser dans la nature en leur disant voilà, c'est comme ça et puis c'est tout et on se verra au tribunal. Voilà, globalement, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous présenter. Je suis passée assez vite sur des notions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je crois que de toute façon, on va présenter d'autres cas. Donc, Oui. Pour votre dernier cas, ce Oui. qui est étonnant, c'est que votre client, Oui. elle ne peut pas se servir de sa main. Oui. Or, en principe, on pose l'implant dans le bras controlatéral pas celui dont on se sert. Si on est droitier, on pose à gauche. Et inversement. Écoutez, donc, elle peut quand même se servir d'une cuillère de l'autre bras. Mais alors, je suis d'accord, pour mettre un bouton, c'est peut-être un peu difficile. Mais je veux dire, je comprends pas. Ou alors on a fait une erreur de bras. Alors, en fait, c'était pas une erreur en tant que telle. C'est qu'elle avait eu un premier implant, elle est droitière, elle avait eu un premier implant sur le bras gauche qui avait déjà migré une première fois. On lui a retiré. Le deuxième implant a été posé à droite. Il a à nouveau migré. Ah oui, non, mais donc vous ne nous dites pas toute l'histoire, parce que la première fois il a migré, on lui a enlevé sans problème. Alors on lui a enlevé au bout de 5 ou 6 ans. En fait, on s'est rendu compte au moment où il fallait l'enlever de toute façon qu'il avait migré. Il a effectivement été retiré sans difficulté. Elle en a un second qui a été posé. Et c'est pour ça qu'elle a dû être prise en charge d'ailleurs en ambulatoire, je crois. Parce que comme c'était la deuxième fois et que le premier avait migré, on s'est dit on va la prendre en charge au bloc pour simplifier les choses si jamais il y avait la moindre complication. Mais ce dont c'est pas un gynéco en ville qui a posé le truc, qui va lui enlever un truc migré. Ah non, moi, jamais. C'est bien pour ça que son gynéco l'a adressé justement à un gynéco qu'elle ne connaissait pas. Et c'est pas l'orthopédiste non plus qui fait ça. À mon avis, moi je ne suis pas médecin. Oui, non, c'est un chirurgien viscéral, je pense. Et elle a quand même, la première fois, elle n'avait pas été informée la première fois non plus. Je veux dire qu'il y a des patientes qui en rajoutent, quoi. Excusez-moi, mais. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. Donc, j'ai quand même une expérience de lecture des dossiers médicaux en tout genre, parce que je passe globalement la moitié de ma vie la tête dans les dossiers médicaux qui sortent des établissements hospitaliers pour reprendre un petit peu l'historique de mes clients. On a des fois alors que ce soit des comptes rendus de consultation, des comptes rendus opératoires qui sont très bien faits, et c'est quelque chose sur lequel il faut attirer votre attention parce que c'est ce qui sauve souvent votre responsabilité concernant le droit à l'information, l'obligation d'information, pardon. Moi, je vois parfois des comptes rendus opératoires ou des comptes rendus de consulte où on dit voilà, j'ai informé madame de ces risques. Elle est au courant, notamment dans les comptes rendus de consulte. Alors, on le voit souvent avant les interventions chirurgicales, on revoit le chirurgien une fois, où on voit l'anesthésiste, etc. Et il ressort des comptes rendus. J'ai informé madame de tel et tel risque, qu'elle accepte sans difficulté. Nous avons discuté de tel et tel risque, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit aussi parfois dans les comptes rendus opératoires des comptes rendus qui sont quand même assez exhaustifs. J'entends une page et demie.
qui sont quand même assez exhaustifs, où on précise vraiment tout ce qui a été fait. On dit, j'ai vu, je dis n'importe quoi, je suis passée à côté d'une cliente qui a un problème de nerf crural qui a été touché aussi. Je suis passée à côté du nerf crural, je l'ai vu de loin, je ne l'ai pas touché. Moi, quand je vois ça dans un compte-rendu opératoire, voilà, Ah, bah, il y a... Alors, c'est pas la formulation exacte, évidemment. Un chirurgien qui écrit ça. J'ai mis les écarteurs, je vois le nerf crural que je n'approche pas. Moi, je l'ai, ce dossier, pour tout vous dire, il vient en expertise la semaine prochaine. Ma cliente, elle s'est faite... c'était une simple pose de prothèse de hanche, elle a une lésion de la fémorale, elle a fait un choc hémorragique, une lésion du nerf crural, elle bouge plus sa jambe. Et on me dit sur le compte-rendu opératoire que personne n'a approché le crural. C'est quand même assez criant. Mais je pense que le principal problème, c'est le consentement éclairé. Oui. Parce que, pour parler de ma partie en cancérologie, on assassine déjà nos patientes quand on leur annonce qu'elles ont un cancer. On l'assassine une deuxième fois parce que je vais lui annoncer que je vais lui retirer le sein. Et ensuite, après, je vais devoir lui expliquer toutes les complications de ma chirurgie. Et là, elle ne va rien entendre. Ah oui, non seulement elle ne va rien comprendre, ça à la limite, on peut tous le comprendre, mais surtout elle ne va rien entendre. Je vois des patientes, j'ai l'impression d'être face à une biche au coin du bois et d'être le chasseur, et elle me voit comme quelqu'un qui lui fait dégringoler toute sa vie. Et je peux lui expliquer tout ce que je veux dans les effets secondaires de ma chirurgie, elle n'en retirera rien. Et donc, on ne sait pas comment effectivement faire cette information, à le mettre, excusez-moi du terme, mais dans des comptes rendus bidonnés, puisque vous avez vu que les comptes rendus peuvent être bidonnés, c'est-à-dire de mettre « j'ai informé » quand vous dites que nos comptes rendus sont bien faits. Non, ils sont types, ce sont des comptes rendus types. C'est-à-dire que vous mettez à la fin, la patiente a été, on lui a expliqué clairement, mais on ne lui a pas plus expliqué à elle qu'à une autre. Et donc, on en devient, finalement, c'est ça que je trouve dommage, c'est-à-dire à faire de la production de papier pour faire de la production de papier et à oublier ce que je pense être l'essentiel, qui est la notion de confiance et la notion d'humanité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à la fois que la patiente soit en adéquation avec son médecin, en tout cas son chirurgien, parce que comme vous l'avez vu, c'est souvent la chirurgie qui se fait attaquer, avec son chirurgien, et aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé déjà de refuser de prendre en charge des patients parce que je ne les sentais pas. Parce que je sentais que la patiente n'adhérait pas à ce que je lui proposais. Elle était prête à se faire opérer, mais je la sentais. Et dans ce cas-là, mais surtout, allez voir quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut vous preniez, alors je ne dis pas comme ça, mais allez prendre un deuxième avis. Je pense que ça vous fera du bien, ça vous fera évoluer. Mais effectivement, je pense qu'on ne nous laisse plus suffisamment de temps médical, de temps médecin, de temps d'explication, et qu'on est dans du temps papier. Alors effectivement, la judiciarisation de tous ces cas en vient effectivement à être, nous aussi, un peu bridés dans notre pratique. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais la problématique, en fait, à mon sens, et ça c'est mon avis personnel, c'est qu'on est dans une ère de consumérisation de tout. Donc aujourd'hui, vos patients, c'est aussi des consommateurs de santé. Et c'est le droit qui a permis ça sur un certain niveau. Pourtant, on est quand même dans un système judiciaire qui généralement réagit après les problèmes. Hein. Mais bon, on est sur un système de consumérisation. Et aujourd'hui, le patient se voit lui-même comme un consommateur qui serait un petit peu débiteur d'une obligation de sécurité résultat de votre part. C'est-à-dire, dès que quelque chose ne fonctionne pas, il y a quelque chose, il faut trouver où et il faut faire payer le responsable. Ça, c'est la tendance générale. On le voit. Nous, justement, les plaintes ordinales et les plaintes pénales, on ne les fait pas parce que généralement, c'est des trucs tirés par les cheveux où c'est quelqu'un qui cherche à établir une responsabilité pour un petit peu pragmatiser ce qui lui arrive. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais le fait est, et que ce soit malheureux ou pas, mais le fait est que c'est maintenant la société dans laquelle on vit et c'est maintenant les patients avec lesquels il faut faire. Chez nous, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai des clients où on est obligé de faire partir les dossiers en cours de procédure parce qu'on sait que s'il y a le moindre truc qui ne leur plaît pas, on va se prendre une action en responsabilité dessus. Donc, on est un petit peu... Bon, nous, on n'est pas sur des questions de vie ou de mort, hein, évidemment, mais on a ce problème de responsabilité aussi. Pour autant, on est un petit peu obligé de faire avec, même si c'est pas la meilleure des choses. Il faut bien rappeler, comme vous l'avez dit, que dans la loi et dans l'arrêt, on est censé apporter la preuve de l'information.
C'est-à-dire que j'ai terminé l'époque où on dit si, j'ai parlé avec elle, on a longuement discuté, et je lui ai expliqué. Et ça, devant l'expert, devant les expertises, France, on le voit sans arrêt, la question de l'expert, c'est non mais attendez, vous l'avez expliqué, mais où est la preuve que vous l'avez expliqué? D'où cette problématique. Donc on a une problématique concrète. On est d'accord, Jean-Michel. On a une problématique concrète qui est d'apporter ou alors un vous l'écrivez dans le dossier. écrit, un document écrit, et quand même. Alors, quand même, ça oui, quand on a un oui et document non. écrit qui mentionne, qui a été adressé au médecin traitant, qui a été adressé aux patients parfois, dans lequel on mentionne qu'on a précisément expliqué les risques et complications, ça pèse quand même. Oui, mais c'est ça, vous êtes intouchable. Oui, finalement. mais c'est très généraliste. Quand on dit j'ai informé mon patient et le correspondant, et si vous ne l'avez pas fait, moi je pense qu'on est plus coupable moralement d'écrire un faux pour se couvrir que effectivement. Évidemment. Oui, mais souvent, on ne va pas se voiler la face. C'est pas possible en chirurgie d'expliquer dans une consultation, même d'une demi-heure, même d'une heure, l'intégralité des complications. Non mais attention, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas ce qu'on vous demande. Mais si, parce que souvent, quand on vient nous chercher sur les risques exceptionnels. Oui, C'est-à-dire que c'est jamais sur les risques fréquents. Ça, c'est sur les risques exceptionnels. Et les risques exceptionnels, c'est impossible d'aller les expliquer. D'abord parce que le patient n'a pas la connaissance. C'est-à-dire que les mots que je vais lui dire, quand je vais lui dire je peux, en touchant le ganglion, toucher tel nerf, telle veine, tel machin, tel truc, elle va me regarder avec des grands yeux, je ne sais pas ce que c'est que le plexus brachial, docteur. Et je ne peux donc pas lui expliquer. Moi, je pense que vous avez bien parlé de l'information, mais il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, que Didier vient de prononcer, c'est la complication exceptionnelle. C'est l'aléa. Et j'ai sur une expertise, je n'ai pas été suivie en tant qu'expert, je n'ai pas été suivie par le tribunal pour quelque chose qui me paraissait absolument ahurissant. C'était une de nos consoeurs, médecin, gynéco. Elle a un cancer du sein. Elle refuse absolument les traitements qu'on lui propose et en particulier, elle refuse la chirurgie et le curage axillaire. Elle refuse. Elle a à ce moment-là un traitement par chimio. Elle était médecin, gynéco et tout ce qu'on voulait. Hein. Et elle refuse et elle a une chimio et une radiothérapie. Et elle fait effectivement une complication exceptionnelle qui était la paralysie du plexus brachial, comme tu dis. Et à ce moment-là, elle se retourne contre le radiothérapeute en disant qu'il y avait eu une faute et qu'elle avait une paralysie du... Alors c'est vrai, elle avait un bras absolument inutilisable. Mais elle avait une très grosse tumeur, elle avait eu une irradiation qui avait pris effectivement le creux axillaire, tout le monde comprend, puisqu'elle n'avait pas eu de chirurgie du creux axillaire. Et moi j'ai estimé qu'elle avait été, en tant qu'expert, j'ai estimé qu'elle avait été informée, C'était quelqu'un qui ne pouvait pas ne pas savoir quel choix elle faisait. Elle avait fait le choix de ne pas avoir de chirurgie. Bon, elle était gynéco, c'est quand même un peu fort. Alors, le tribunal ne m'a pas suivi et a estimé que quand elle avait été prise en charge, les médecins qui l'avaient prise en charge ne lui avaient pas parlé des complications exceptionnelles. Et effectivement, j'avais fait des recherches dans tous les petits fascicules qu'on distribue aux patientes en radiothérapie. Je les avais fait à Villejuif, à l'IGR. J'avais demandé aux copains de Curie qui me sortent tout ce qui avait été fait. Effectivement, la paralysie du plexus brachial, c'est pas marqué. Hein, je ne l'ai trouvé nulle part. Le tribunal ne m'a pas suivi et ils ont décidé qu'elle avait raison elle avait raison dans sa plainte puisqu'elle n'avait pas été informée d'une complication exceptionnelle et que la loi lui en faisait le devoir aux médecins. Et parce que vous êtes aujourd'hui sur cette... Mais alors, ça, c'est pas... Je vous rapporte les faits, ce qui n'est pas nécessairement en accord avec mon avis, mais les faits, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes sur une obligation d'information qui est celle du professionnel au consommateur. On a calqué l'obligation d'information professionnel-consommateur, on l'a appliquée aux médecins-patients. Donc vous êtes sur quelque chose de quasi absolu. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je vous dis la réglementation, est-ce qu'on est susceptible de vous reprocher ? Mais c'est effectivement ça. Est-ce que je peux juste dire une chose ? On devrait dire à toutes les femmes enceintes qu'elles peuvent mourir, que leur enfant peut mourir, qu'elles peuvent... Alors, on en a pour des heures pour toutes les complications de la grossesse et toutes les malformations que l'enfant peut avoir. Enfin, c'est insupportable à la fin. Il y a un moment où... En pratique, je recadre quand même un tout petit peu parce que en pratique,
En réalité, alors effectivement, il y a des cas comme ça. La règle, c'est celle-là. Nonobstant, en pratique, habituellement, vous êtes quand même, je vais dire relativement, parce que le juridique, c'est quand même quelque chose d'assez fluctuant. Tout dépend du magistrat sur lequel vous tombez, si vous voulez. Non, mais c'est vrai, on est dans une matière extrêmement humaine. On est sur des règles qui sont quand même très générales. Donc l'appréciation, on a des jurisprudences qui viennent interpréter, mais on a toujours une petite marge d'appréciation. Et puis des fois, on a des juges qui sont assez téméraires, qui ne sont pas forcément d'accord avec l'application qui en est faite et qui se rebellent un peu au sein de leur tribunal. Mais la tendance générale, et je vous parle de la tendance générale en France, c'est quand même que généralement, ce risque exceptionnel, si vous n'informez pas, c'est pas grave, parce qu'on part du principe que c'est un aléa thérapeutique, que dès lors c'est en plus exonéré de votre responsabilité, parce que non seulement vous ne pouviez pas l'informer, mais vous ne pouviez pas le prévoir, vous ne pouviez pas l'anticiper, du coup vous ne pouviez pas l'endiguer, et qu'à partir de ce moment-là, c'est hors de vos mains. Donc, quand même, alors, il y a des exceptions à chaque principe là-dessus, qu'on soit bien d'accord. Pour autant, alors moi, j'ai encore jamais vu un dossier comme ça. Non seulement il y a des exceptions, moi je peux vous en parler parce que c'est un dossier que j'ai où il y a production d'une feuille de consentement éclairé avec effectivement les complications possibles. La patiente fait une complication qui n'est pas notée. Moi, qu'est-ce que je fais? Je produis la feuille. J'ai dû prendre celle de Saint-Louis, j'ai dû prendre celle de Curie, celle de Gustave Roussy, où rien n'est noté. Il m'a dit, mais c'est pas notre problème. Ce risque-là, il existe puisque ça lui est arrivé. C'est un risque exceptionnel, vous auriez dû lui informer et vous me prouvez que vous ne l'avez pas informé puisque ce n'est pas marqué dans votre papier. C'est-à-dire que la preuve papier se retourne contre le praticien en disant « Ah ben, regardez, il y a bien la preuve que vous ne lui avez pas dit. » Ouais. Non, mais je suis d'accord avec vous. Et donc là, les bras vous en tombent. Et quand vous avez en face de vous un expert que tu connais, Jean-Michel, qui vous déglingue derrière, oui. Mais je crois que les bras t'en tombent. Qu'est-ce qu'on entend là? On entend premièrement qu'il faut informer nos patientes de manière aussi exhaustive que possible. Et deuxièmement, on entend qu'il faut prendre le temps. C'est ça dont tu parles. Si vous voulez, je crois qu'on peut aussi regarder l'esprit de la loi. Il faut regarder aussi d'où on vient. Je m'excuse, mais je vous rappelle d'où on vient. On vient d'une médecine extrêmement paternaliste, où les malades, on leur racontait rien du tout. Moi, j'étais jeune, à Saint-Louis, tu te souviens, le malade arrivait, on lui disait, vous avez un gros kyste assez inflammatoire, on va vous faire des médicaments un peu forts qui peuvent faire tomber les cheveux, plingue. Et c'était parti. Alors ça s'appelait oncologie, parce que si on avait marqué cancer, ils auraient compris. Alors oncologie, ils ne comprenaient rien, et tout roulait comme ça. Et la chirurgie, c'était pareil. Combien de malades étaient opérés, ils voyaient à peine le chirurgien qui leur expliquait même pas ce qu'il allait leur faire. On vient de là, c'était il y a une génération. Donc je suis d'accord avec vous, je comprends, il y a un moment, c'était un peu agaçant quand... il y a après des bons juges ou des bons experts, parce que le juge suit souvent notre avis quand même. Pas toujours, mais assez souvent. Mais il faut quand même regarder d'où on vient. On vient d'un truc qui ne fonctionnait pas du tout, quoi. Sans parler de la personne qui renonce à un traitement parce qu'elle a eu peur de tout ce que vous lui avez dit dans votre information. Mais ça, c'est tout Et à là, fait elle a clair. une perte de chance, une vraie perte de chance. Non, oui, il y a tout à fait clair. Et justement, là, il faut prendre le temps de bien lui informer. Et si elle est parfaitement informée, elle a le droit de refuser le traitement. Mais il faut bien l'informer. Et apporter la preuve qu'on l'a bien informé. Alors moi, ça nous arrive sans arrêt, ça. J'ai quand même juste une petite Les malades qui interrogation. refusent l'hormonothérapie, pour pas prendre le cas aussi des malades qui refusent l'hormonothérapie, on a quand même 10%, 20% de nos patientes qui refusent l'hormonothérapie du cancer du sein. C'est une perte de chance. Il y a quand quotidien, même une petite interrogation supplémentaire, parce que vous nous avez dit en commençant que l'information papier, souvent, ne suffisait pas. Donc, on a beau leur remettre un feuillet de 25 pages, En fait, et on peut considérer qu'ils n'ont pas eu c'est l'information. ce que j'allais dire tout à l'heure sur le paradoxe. Dans le sens où C'est quand même un paradoxe, oui. c'est très paradoxal qu'on vous reproche de ne pas informer des risques exceptionnels, mais parallèlement, si vous faites des formulaires dactylographie, on va vous dire que c'est pas une information individualisée. Donc moi, à mon sens, là, voilà, je partage le problème. La solution, c'est quoi? Ça va pas vous... Non, alors ça c'est illégal, quand même. Ça va devenir ça. Oui, non mais... à voir si ça devient légal. Moi, je pense, mais c'est pas la plus simple des solutions, c'est pas non plus... c'est la meilleure avec ce qu'on a voilà, maintenant. C'est vraiment d'essayer de faire quelque chose d'assez... Alors, parallèlement, déjà, il y a l'aspect humain, parce que généralement, si vous n'informez pas le patient, ou alors que vous l'informez à moitié, mais que le rapport est bon, que vous êtes disponible, etc., il ne viendra pas vous embêter après. Ça, c'est quand même...
pour moi, le truc essentiel, je ne parle que de mon expérience, je ne suis pas médecin, je ne peux pas parler à votre place. Moi, mon expérience de juriste, c'est que les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui n'ont pas réussi à établir un contact qu'ils estiment suffisamment clair avec le praticien qui les prend en charge. Ça, c'est le premier point, qui va un petit peu annuler tout le reste de la cascade, parce que si on a relativement confiance en son médecin, même si des fois il n'a pas le temps, même si des fois les trucs sont incomplis, etc., c'est pas grave, le patient, il viendra pas vous embêter. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, effectivement, pour avoir une information qui soit parfaite au niveau du droit, au niveau des magistrats, au niveau des experts, c'est une information qui est quand même individualisée, où on essaye d'énumérer le plus de risques possible, voire à prendre un petit temps avec le patient, à dire voilà, il y a pas mal de risques exceptionnels, je ne peux pas tous vous les énumérer, je suis dispo si vous voulez pour vous donner la fiche générale de tous les risques exceptionnels, vous me rappelez au besoin, et vous faites une fiche comme ça avec, dans les grandes catégories de pathologies, si vous voulez, avec tous les risques, en mettant le numéro de téléphone de votre secrétariat, l'adresse mail de votre secrétariat. Voilà les risques, je ne peux pas faire plus. Si vous avez une question, vous m'envoyez un mail, j'essaierai de vous répondre sous 10 jours. Voilà. À mon sens, c'est ça l'échange le plus facile, qui prouve que vous êtes, entre guillemets, de bonne volonté dans la communication avec le patient, que vous l'informez du mieux possible. C'est très exhaustif, mais parallèlement, je suis là pour répondre à votre question. Si vous en avez une, peut-être pas 15, mais une, voilà, je peux trouver le moyen. Ou alors, on reprogramme une consultation, je réponds à votre question. C'est cette démarche-là que je pense qui est attendue des patients et qui est validée par les magistrats et par les experts. C'est pas la plus simple, parce que c'est chronophage et ça vous demande une organisation quand même avec des fichiers, etc. Mais c'est celle qui répond à l'intégralité des problématiques qui peuvent être évoquées. Je crois que la difficulté, c'est qu'on va osciller entre donner une information la plus pertinente possible et puis se couvrir. Oui. Or, actuellement, moi, je le vois bien avec les essais thérapeutiques, enfin, on le voit tous. Quand on fait les essais thérapeutiques de nouveaux médicaments, les laboratoires pharmaceutiques font des consentements éclairés tout préparés, qui font 30-35 pages, qui sont complètement incompréhensibles pour tout le monde. Qui affolent d'ailleurs assez souvent les patients. Heureusement, ils ne les lisent pas, donc voilà. Et donc, on oscille entre ce style d'information qui n'en est pas une, ce qu'on essaye de dire, mais qui ne sera jamais suffisant pour informer de toutes les possibilités. Oui. Hein, c'est impossible. Donc, passer une information la plus, entre guillemets, loyale possible à le bottin de tout ce qui peut vous tomber sur le coin de la tête, là, on est complètement coincé. Et on se sent coincé, de ce point de vue-là. Ah oui, mais je peux tout à fait le comprendre. Hein, mais si vous voulez, on a eu la même problématique en pharmaceutique où nous, on avait eu en droit un arrêt très connu qui s'appelle les granions d'argent, où à une époque, on utilisait des granions d'argent, et où la notice était extrêmement longue. Alors, je crois que ça faisait 4 pages ou 5 pages, et il était écrit quelque part, alors je crois de tête, parce que j'ai vu ça à l'époque, j'étais à la fac, hein, pour tout vous dire, qu'il fallait pas le faire chauffer dans de l'eau bouillante ou sur le feu, quelque chose comme ça, parce que ça risquait d'exploser. Bon, alors évidemment, le consommateur, entre guillemets, parce que là, on est vraiment dans une consommation d'un produit pharmaceutique, qui se sert de ce granion d'argent, il lit pas l'intégralité de la notice, il regarde les trucs qui sont en rouge ou qui sont surlignés ou soulignés, c'était pas le cas, il le met à chauffer, ça éclate, il se prend des débris dans l'œil, il perd les 2 yeux. Voilà. Donc on est parti, enfin c'est pas moi à l'époque, mais judiciairement on était parti sur ce problème de droit, enfin d'obligation d'information, et les juges avaient considéré qu'effectivement cette information qui était quand même assez primordiale, d'autant que le pharmacien n'avait pas non plus informé qu'il fallait éviter de faire chauffer, enfin bon, je vous passe les détails, elle n'était pas en rouge, elle n'était pas soulignée, elle était noyée au milieu de 4 pages d'informations. On considère que du coup la personne n'est pas informée, on n'a pas satisfait à son obligation, et on a eu une condamnation du labo. Les assurances, c'est pareil, parce que c'est écrit tout petit aussi. Alors, pour les assurances, vous avez de la chance parce que c'est à peu près pareil, même les Astérix. Tout dépend s'ils l'ont. Mais généralement, les assurances, ils ont des avocats très chers, qui sont très bien et qui se débrouillent pour que ce soit quand même relativement inattaquable. Oui, alors, moi, ce que je voulais dire, enfin voilà, nous en cancéro, on a déjà des patients qui sont anxieux, enfin, qui ont une maladie grave, on doit leur expliquer ce qu'ils ont. Ensuite, par exemple, en radiothérapie, on va leur expliquer ce qu'on va leur faire avec toute la technique. Donc, ce sont déjà des consultations qui sont longues. Et donc, après, par-dessus ça, vous allez rajouter, simplement pour des raisons légales, des choses exceptionnelles. Donc, je suis désolé, mais moi, je trouve ça bidon et triste. La réalité, elle est là, quoi. Enfin, je comprends bien que vous allez faire une fiche en marquant peut-être les cas exceptionnels, parce que finalement, il faut qu'il y ait une trace quelque part. Mais ça correspond pas, c'est pas ça la relation humaine, quoi. Alors... Nous, on n'est pas là pour inquiéter les patients et leur dire qu'ils vont mourir. Oui, ils peuvent mourir de la maladie, bien sûr, ils peuvent
malheureusement des fois mourir des soins avec le tamoxifène. On peut faire des embolies pulmonaires et mourir et plein de choses. Et comme je leur dis, vous prenez une aspirine pour aussi faire une hémorragie digestive. Enfin voilà, tout est possible. Alors ça va jusqu'à où? Ce que j'ai compris, c'est qu'en France, en réalité, c'est vrai qu'on est plus souvent comme dans le cadre de la responsabilité civile plus que pénale, et tant mieux. Mais après, comme vous avez dit vous-même, bien sûr que c'est une relation humaine, mais vous dites, vous avez comme vous refusez tous les gens qui viennent demander pour des histoires de fric ou je sais pas quoi. Donc ça existe aussi. Ah oui, mais tout existe. Enfin, là-dessus, tout existe. Mais en fait, si vous voulez, la difficulté, moi j'entends ce que vous me dites. Vous êtes dans une spécialité où il est particulièrement compliqué de rajouter une couche et finalement de peser encore plus lourd sur le patient. Ça, je l'entends. Mais la problématique juridique qui se pose, alors moi je ne suis pas législateur, hein, mais à mon petit niveau, j'essayais quand même d'interpréter le pourquoi des comment de ces textes-là. C'est le législateur n'a pas cru bon de faire une distinction dans l'obligation d'informer en fonction des spécialités de chacun. Ce qui aurait quand même été assez compliqué. Voilà, on entend que dans certaines spécialités, alors non seulement c'est pas possible d'informer tous les risques parce que sinon on y passe 3 jours ou alors on fait quelque chose de totalement informatisé et ça on l'entend. Oui, c'est ça, ça va pour tout le monde, hein, mais on entend aussi que on ne peut pas non plus alourdir et puis en plus parler à quelqu'un qui est trop ému et qui n'est pas en état de comprendre, etc. C'est une difficulté particulière. Pour autant, ça concerne votre spécialité et on n'a pas de distinction avec d'autres spécialités où. Ah oui. Mais d'où finalement l'importance de l'écrit, entre guillemets, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Hein, on est vraiment... Il y a le problème de la compréhension de l'information. On n'a aucune preuve de compréhension. On n'a aucune preuve. Elle mélange déjà fibromes et polypes. Elles ne savent pas ce que c'est. C'est le truc basique. Problématique de l'écrit, parce que tout ce que vous allez donner à l'écrit, le patient, s'il a des questions, c'est écrit, il revient dessus avec vous. Oui, moi je leur fais un dessin en double, sur des ordonnances en double. Juste une dernière question. Je pense que comme tout le monde, vous faites remplir avant une intervention chirurgicale la désignation de la personne de confiance. Toute intervention chirurgicale, même en hospitalisation obligatoire, on fait remplir ce papier au patient. Donc le patient est ému, il vient de rentrer à l'hôpital, et moi à chaque fois que ce soit quelqu'un de ma famille, il dit c'est quoi ce papier? Je dis écoute, si t'es naze pendant l'intervention, c'est moi qui décide. C'est ça que ça veut dire. Le patient ne sait même pas ce qu'il est en train de signer pour n'importe quel geste. Quelle est la valeur juridique de ce papier? Alors, le consentement libre et éclairé en soi. On avait eu pas mal de contentieux à l'époque sur cette question. C'était notamment en gynéco, parce qu'il y avait eu pas mal de problématiques. Ce qui peut être retenu contre vous, mais on le voit vraiment de moins en moins. Moi, j'ai quasiment aucun contentieux depuis. Ça fait 5 ans que j'ai quasiment pas de contentieux en la matière. C'est vraiment les choses qui sont automatisées où il n'y a même pas le nom du médecin en fait. Souvent, ce qui faisait le distinguo, c'était ça. Donc, quand il y avait écrit « Je sous-signais docteur » avec un blanc, vous le remplissez « Informe monsieur machin blanc » et vous signez tous les deux, ça passe. Ça passe. Parce qu'on part du principe que puisque vous l'avez signé avec lui, ce qui pourtant souvent n'est pas le cas, parce que le médecin il signe avant, il passe vite fait. Non mais ça arrive aussi, on a les patients qui nous l'expliquent, des fois on n'a pas le temps, ça se fait comme ça. Pour autant, à partir du moment où il y a cette espèce de volonté de lire, parce que c'est ce qu'on en déduit, de lire le document ensemble, parce qu'on a les 2 signatures qui sont imposées, et que le patient, s'il estime qu'il n'a pas été bien informé, il n'a qu'à pas signer le document, il y a ça aussi, ou à dire, je voudrais voir à l'anesthésiste, parce que parfois c'est les anesthésistes qui vont signer ça, pour qu'il me réexplique et je signe après. Comme c'est vrai que moi, je peux vous dire que je me suis fait opérer, j'ai demandé à discuter avec l'anesthésiste avant de signer le papier. Mais bon, moi, c'était normal. À partir de ce moment-là, vous avez les 2 noms de signature, ça passe, sans problème. Donc, ça désamorce certains problèmes. Exactement. Donc, la problématique, c'est que des fois, vous avez des fichiers sans même la signature du patient. On vous dit, je l'ai donné, il l'a lu, je l'ai mis dans le dossier médical, il n'y a rien écrit dessus, voilà.